On a le plaisir d'accueillir Xavier Ovas. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Vous êtes le responsable équipe Action émergente et gérant chez Carmignac. Vous vous occupez en particulier de tout ce qui est fonds émergents. Alors Carmignac, c'est une maison justement qui s'est fait connaître pour ses investissements dans les pays émergents. Ça a été son heure de gloire. C'est dans l'ADN de la boîte. En fait, l'anecdote que j'aime bien, qui me plaît, que je raconte à mes investisseurs, c'est que lorsqu'Édouard Carmignac a créé la société en 1989, dans son premier fonds Action, Carmignac Investissement, il y avait 50% d'actions émergentes. À une époque où les actions émergentes représentaient en moyenne 1 ou 2% des portefeuilles actions globaux. On était à quelle époque là 1989. 1989. Il est encore présent, Édouard Carmignac Oui, il est très présent. Il est plus gérant, mais il est CIO, il est notre Chief Investment Officer. Il préside les comités d'investissement et il est toujours aussi passionné qu'en 1989, l'année où il a fondé sa société. Enfin, moi, je suis dans la société depuis 13 ans. J'ai l'impression qu'il est toujours aussi passionné qu'en 2008, en tout cas. Bon, Carmignac, en effet, une des belles maisons de gestion de la place. 39 milliards d'encours sous gestion, ce qui est un beau chiffre pour une maison indépendante. Justement, le fait d'être indépendant, ça apporte des avantages, des inconvénients. Il y a un peu des deux, parce qu'on voit qu'il y a une course à l'armement à la taille dans ce monde de la gestion. Oui, nous on est vraiment très focalisé sur la performance des fonds et sur la protection du capital. Nous, on essaye de, vraiment, encore une fois, je reprends cette expression, l'ADN de la boîte, c'est le succès de Carmignac, s'est fait par étapes. Une des étapes clés du succès, ça a été la façon dont Édouard Carmignac, qui à l'époque était le gérant, mais dont la société a géré la crise de 2008. L'année dernière, on a eu une situation sans précédent, une crise économique sans précédent, et les fonds ont très bien performé. Et donc ça, c'est pourquoi? Parce que vous êtes capable de réagir vite, de prendre des décisions Alors, on réagit drastiques. Vite, exactement, on réagit vite. On a des petites équipes. On se retrouve tous ensemble. On n'est pas segmenté. Moi, je travaille avec les obligataires, je travaille avec l'équipe Cross Asset. On se parle tout le temps. Et on agit vite et on agit... Les émergents, belle thématique qui fait connaître cette maison, Carmignac. Et puis un gros passage à vide, une traversée du désert pendant... plusieurs années, ça a été beaucoup plus compliqué comme thématique. On sort de 10 années de très forte sous-performance des émergents. Depuis 2011, donc depuis 10 ans, les émergents sous-performent considérablement, même l'année dernière, alors que l'Asie a très très bien géré la pandémie, la classe d'actifs émergentes a globalement très mal performé. Et pourquoi, même cette année. Alors il y a eu plusieurs étapes. Je termine juste, même cette année, encore, après 10 années de forte sous-performance, les émergents continuent encore de sous-performer. Il y a eu plusieurs explications, plusieurs choses se sont passées. La Chine a un peu ralenti, on était habitué à 9% de croissance, aujourd'hui on est plutôt sur du 5-6%. Il y a des pays qui ont été très mal gérés, l'Amérique latine c'est une catastrophe, ils ne sont pas capables d'équilibrer leur budget, l'Argentine a fait faillite, le Venezuela, le Brésil c'est pas terrible. Ça donne pas envie, hein. Non, sauf que aujourd'hui... oui, mais justement, sauf qu'aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. C'est pour ça que nous, chez Carmignac, après 10 années pendant lesquelles on a été souvent assez prudents sur les émergents, aujourd'hui, on pousse pas mal la classe d'actifs émergente et les fonds émergents, parce que, alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des arguments de valorisation. C'est-à-dire que, regardez le Brésil, par exemple, nous, on n'aime pas spécialement le Brésil, mais la devise a tellement baissé qu'aujourd'hui, le Brésil, pour la première fois depuis 14 ans, a un surplus de la balance courante. Donc vous dites que c'est le bon moment pour s'intéresser à nouveau aux émergents. On peut être à l'aube d'une nouvelle vague. Oui, parce qu'en fait, les pays émergents qui sont fragiles, l'Amérique latine, la Russie, l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Afrique du Sud, ces pays qui sont fragiles, aujourd'hui, ont tellement, les devises et les marchés ont tellement baissé qu'il y a un argument de valorisation fort. Et les pays les plus importants, qui sont les pays d'Asie, qui représentent 80% des actions émergentes, eux sont extrêmement bien positionnés. On vit une révolution industrielle, la révolution technologique, et les vainqueurs de cette révolution industrielle, ils sont en Californie, ils sont à Seattle, mais ils sont de plus en plus en Asie. Ils sont davantage en Asie aujourd'hui, même que dans les pays développés. Vous mentionnez le mode de devise, c'est vrai que c'est un point clé quand on investit en dehors de la zone euro, par exemple, ou dans des zones plus émergentes. Il peut y avoir des grosses variations. On a la lire turque en tête. Comment est-ce qu'on gère cette problématique de devise? On le fait très bien chez Carmignac, notamment grâce à Joseph Mouawad, qui est mon partenaire, qui est le responsable des obligations émergentes. On essaye de bien le gérer. La Turquie, par exemple, on l'avait évité. On n'avait aucune exposition à la lire turque. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure que la plupart des pays fragiles aujourd'hui ont des surplus dans la balance courante. La Turquie faisait exception.
C'était un pays mal géré, et vraiment très mal géré. Erdogan pousse la croissance domestique au maximum, ce qui fait que vous avez toujours des déficits importants. Donc voilà, donc on gère le risque. Vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de risques avec les devises émergentes, il y a aussi des rendements plus élevés. Le problème des épargnants en Europe, nous, c'est qu'on a des taux d'intérêt nuls ou négatifs. Ouais. Et c'est ça que vous allez chercher, des obligations, entre autres, parce que on va parler par exemple des fonds que vous pilotez, Emerging Patrimoine, hein, c'est bien ça? Alors Carmignac Emerging Patrimoine, c'est un fonds diversifié où justement on choisit pour chaque pays ce qui nous paraît le plus attractif. Parfois, c'est les actions, parfois, ce sont les obligations. Comment est-ce que vous faites l'arbitrage entre les deux? C'est au cas par cas. Donc la Turquie, par exemple, on n'aimait pas du tout la devise, on n'aimait pas non plus les actions, ceci dit. Mais sur le Brésil, par exemple, aujourd'hui, on prend une exposition devise parce que les taux d'intérêt commencent à être élevés. On a 10% sur certaines parties de la courbe. Donc on fait du monétaire en réal brésilien et ça rapporte 10%. Alors oui, on fait du monétaire où on prend des durations un peu plus longues. Ça rapporte 10% sur des durations un peu plus longues. Et le pays est en surplus de balance courante. Donc il y a du risque. Donc on n'a pas une position trop importante, mais on a l'impression que le couple rendement-risque est favorable. Donc on va sur le Brésil. On va surtout sur l'Asie, la Corée, voilà, ces pays-là. Donc on a des rendements importants. Et on a des marchés actions qui sont aujourd'hui pas aimés, qui sont pas tellement détenus dans les grandes gestions et qui ont tellement sous-performé qu'aujourd'hui les arguments de valorisation sont très solides. Donc c'est ça les trois poches possibles d'investissement, devises, obligations, actions. Et votre métier, c'est de faire l'allocation et d'arbitrer selon les zones et les pays ces poches. Et donc après, ça peut être des actions en direct ou des obligations en direct ou c'est des... tout est en direct, on achète tout en direct. On n'investit pas Quels sont les émergents qui tiennent la corde en ce moment, qui ont vos faveurs, les bons élèves? Alors, sur les actions, c'est vraiment l'Asie. Je vous parlais tout à l'heure de la révolution industrielle, la révolution digitale, que nous sommes d'ailleurs en train de faire vivre par cette interview. Les vrais vainqueurs, ils sont en Asie, c'est-à-dire que le 5G, les objets connectés, les voitures autonomes, donc toutes ces prochaines étapes de la révolution industrielle, le travail à domicile, le télétravail, toutes ces choses-là, ça va nécessiter plus de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ils sont fabriqués à Taïwan, ils sont fabriqués en Corée. On est déjà en pénurie. Voilà, on est en pénurie, mais ils sont fabriqués par les pays asiatiques. Et puis même les fameuses boîtes Internet de e-commerce, tous les services Internet, on connaît les Américains, on connaît un peu les Chinois, Alibaba est connu, Tencent, JD.com, mais en réalité, il y a plus d'unicorns en Chine aujourd'hui, c'est-à-dire des sociétés, des startups Internet qui valent plus d'1 milliard $. Il y en a plus en Chine qu'aux États-Unis, parce qu'ils ont un marché domestique d'1,4 milliard d'habitants. La Chine est plus avancée que même les États-Unis dans le e-commerce, c'est-à-dire que le e-commerce en pourcentage de la consommation est plus élevé en Chine qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est une conviction forte, actions asiatiques. Les obligations, on va les chercher où? Sur les obligations, on va les chercher dans pas mal de pays. On aime bien la Russie aujourd'hui. Alors la Russie, c'est assez contre-intuitif, mais c'est un pays qui est en fait très bien géré d'un point de vue macroéconomique. Je ne sais pas si vous avez en tête le niveau d'endettement de la Russie. Nous, en France, on est à 115%, 120, voilà, 120%. En Italie, c'est 160%, etc. En Russie, 19%. 19%. Et ils ont un surplus fiscal, puisque Poutine équilibre son budget avec un prix du baril de pétrole à $41. D'accord, donc c'est des obligations d'État. Les obligations d'État, mais on aime bien aussi, on les prend aussi en devise locale. Le rouble nous paraît intéressant. Voilà, ils ont un surplus de la balance courante de 6% du PIB. Voilà. Donc c'est vraiment un pays qui a des fondamentaux économiques très solides. Comment est-ce qu'on fait, c'est ma dernière question, Xavier, pour scanner finalement toutes ces opportunités à l'échelle du monde? C'est déjà difficile de scanner une cote locale. Comment est-ce qu'on fait pour repérer ces opportunités? On a des modèles qui permettent de réduire l'univers d'investissement. Déjà, je vous rappelle qu'on a sur les fonds émergents, on a des labels ESG, les labels ISR, le label français, le label belge. Donc déjà, on fait un énorme tri. On ne touche pas à tout ce qui est un petit peu limite. Et croyez-moi, sur les émergents, ça fait beaucoup de monde. Donc déjà, ça fait une première réduction de l'univers. Et après, on travaille, on modélise, on a des analystes qui nous aident pour ça, sur la base de données objectives, pour réduire encore davantage l'univers, pour arriver à avoir un univers suffisamment petit pour qu'on puisse trouver nos pépites. Merci Xavier pour toutes ces explications. Bien. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, tant ça ouvre de portes et c'est des horizons nouveaux. Merci et puis viendrez nous raconter comment Cispari sur le retour des émergents et la forme des émergents est payant dans les prochains mois et les prochaines années. Merci. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.